Nous continuons notre périple en direction du sud. Notre destination, Alberobello, un village des Pouilles connu pour ses trullis, de drôles de maisons aux toits coniques de pierre grise qui intriguent dès le premier regard avec leur blancheur éclatante. À première vue, ils semblent fragiles et pourtant ils ont traversé les siècles. Ces maisons de pierre sèche sont un exemple remarquable de la construction sans mortier. C'est une technique héritée de la préhistoire qui est toujours utilisée dans la région. Elles ont été construites pour s'adapter à une vie paysanne et simple. Les pierres trouvées sur place servaient à ériger ces abris capables de maintenir la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. L'autre caractéristique de ce type de construction était qu'il permettait d'échapper à l'impôt foncier. En effet, les trullis se débâtissaient pierre après pierre à la moindre alerte. Aujourd'hui on est vendredi 13, nous sommes à Alberobello, la zone des trullis. Ces toits spécifiques. Bien que des trullis soient disséminés tout au long de la vallée de l'Itria, les concentrations les plus élevées et les exemples les mieux préservés de cette forme architecturale se rencontrent dans la ville d'Alberobello. Nous visitons le quartier de Rione Monti, l'un des deux quartiers de trullis de la ville. Il est situé à flanc de colline et abrite plus d'1 millier de trullis, alignés l'un après l'autre le long des ruelles pavées. La plupart des trullis ont été transformés en boutiques de souvenirs, petits musées ou encore galeries et restaurants, mais certains sont encore habités. C'est un plaisir de flâner dans ces ruelles sinueuses. On a l'impression de se trouver au sein d'un décor tout droit sorti d'un autre temps. C'est absolument fascinant. Tous ces trullis, placés à la suite les uns des autres sur des centaines de mètres, donnent l'impression d'être dans un petit village de lutins ou un village de contes de fées. En flânant dans ces ruelles, on ne peut qu'admirer l'architecture de ces maisons si atypiques et la forme conique de leurs toits. Ils sont constitués d'une couverture de lauze, disposée en acide concentrique et légèrement inclinée vers l'extérieur pour empêcher les infiltrations d'eau de pluie. On peut également voir sur les toits de nombreux trullis des symboles tels que des cœurs, des croix ou encore des formes énigmatiques. Ces dessins tracés à la chaux ajoutent une touche de mystère, comme si chaque trulot comportait une histoire secrète. C'est peut-être des marques religieuses ou des signes destinés à protéger les habitants. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce village est un incontournable de la région des Pouilles. Et il attire les curieux tout au long de l'année. On a donc choisi d'éviter d'y aller le week-end et de le visiter en fin de semaine, de bonne heure le matin pour éviter l'afflux touristique.
Bravo, rapproche-toi plus. Nous poursuivons notre route dans le talon de la botte italienne. Notre prochain arrêt est Ossuni, surnommé la ville blanche à cause de la couleur des façades des maisons de ces ruelles médiévales blanchies à la chaux. Nous nous sommes garés en bordure de la ville, on a réussi à trouver un petit parking gratuit, puis après quelques minutes de marche, nous sommes arrivés dans le cœur même d'Otsuni, sur l'immense place de la Liberté, où trône la statue de Sant'Oronzo, réputé pour avoir sauvé la ville de la peste en 1657. Juste à côté se trouve l'hôtel de ville, collé à l'église de Saint-François d'Assise, que nous visitons avant de partir à la découverte du centre historique. Nous sommes à la cathédrale d'Otsuni. Otsuni, village blanc des Pouilles, au sud des Pouilles, côté mer Adriatique. Oui. Ouais, la reine Elisabeth, petit. Ce qu'on a mangé ce matin, les pasticciotti traditionnali. Oui, c'est ce que je suis en train de dire à la caméra. Au cœur de ces remparts, Otsuni adopte un agencement médiéval construit sur 3 collines. Le centre historique siège sur la plus haute des 3 collines. En son sein, des escaliers visibles un peu partout et un enchevêtrement de petites ruelles facilitent la circulation des piétons. L'apparition des façades blanches à Otsuni remonte au temps de la peste du XVIIe siècle. Les autorités locales décidèrent de blanchir toute la ville à la chaux afin d'en éclairer tous les recoins. En effet, les ruelles sont si petites et étroites que la couleur blanche permet de refléter de manière indirecte la lumière du soleil et d'apporter plus de luminosité. Si le blanc reste la couleur dominante au sein de la cité, on y trouve aussi de la roche calcaire rose et grise sur les édifices religieux. Au sommet d'Otsuni, on trouve le palais épiscopal et la cathédrale.
La cathédrale de Santa Maria Assunta est l'une des principales attractions de la ville. Elle a été construite en 1400 sur la partie la plus haute de la ville. Il s'agit d'une fusion du style gothique et de celui de l'école vénitienne. Sur sa façade, une rosace centrale finement décorée avec 24 sections sculptées représente les heures de la journée. C'est également la deuxième plus grande rosace de toute l'Europe. À l'intérieur se trouve un magnifique plafond peint surplombant les trois nefs divisées par des colonnes ainsi que des chapelles richement décorées. Après avoir arpenté les rues très touristiques de la ville, on a eu envie de découvrir Ozzuni plus en profondeur. On s'est donc éloigné de la rue principale et on a pris des chemins de traverse. Dans cet enchevêtrement de petites ruelles et d'escaliers, peu de touristes s'y attardent. C'est une balade bien tranquille et on se plaît à arpenter ces ruelles. Pour conclure cette visite, on peut dire qu'Ozzuni est clairement un joyau du sud de l'Italie et que l'on est tombé sous le charme. On avait prévu d'y passer la nuit, mais tout compte fait, on reprendra la route direction Lecce, où nous dormirons avant de visiter la ville de bonne heure. C'est une petite glace, mangue, framboise, fraise. Et pour moi, melon, citron.